La première fois, je n'avais pas réalisé que ma mère s'était introduite chez moi. Je me suis dit que c'était une coïncidence, la fatigue, mon imagination qui me jouait des tours, mais en rentrant, j'ai trouvé des lumières allumées, des plats préparés, et cette sensation nauséabonde que quelqu'un avait envahi mon espace sans permission. On dit que les mères franchissent les limites par excès d'amour. Mais personne ne vous dit que l'amour peut se transformer en contrôle lorsqu'il refuse d'écouter. Je m'appelle Olivia, et à 29 ans, je pensais qu'un déménagement était synonyme de liberté, d'une porte fermée à clé, d'une vie qui m'appartiendrait enfin. Je me trompais, car peu importe la distance, ma mère a toujours cru que ma vie lui appartenait. La nuit où j'ai disparu sans prévenir, ce n'était pas de la rébellion. C'était le seul moyen de me protéger. Et quand elle a finalement dû en subir les conséquences, elle a cru que ça ne l'atteindrait jamais. De mémoire d'enfant, l'intimité était un luxe réservé aux autres. Chez nous, les portes étaient des suggestions, les limites, des humeurs. Et ma mère, Karen, croyait que l'amour lui donnait un accès illimité à tout mon être. Elle n'a jamais frappé à la porte de ma chambre. Jamais. Elle l'ouvrait pendant que je me changeais, que j'étudiais, que je pleurais, toujours avec un sourire, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu caches encore, Olivia ?» demandait-elle en feuilletant mes cahiers, d'une voix légère, presque enjouée. « Rien. » J'ai vite compris que le silence était la meilleure façon de préserver la paix. Si je fermais la porte à clé, elle soupirait bruyamment dans le couloir. Si on ne peut pas faire confiance à sa propre mère, à qui faire confiance? Alors j'ai arrêté de la fermer à clé. Elle lisait mes messages par erreur. Elle hochait la tête. Elle réorganisait mes affaires pour m'aider. Elle corrigeait mes sentiments pour mon propre bien. Quand je pleurais, elle me disait que j'étais sensible. Quand je prenais mes distances, elle me disait que j'étais ingrate. Après le départ de mon père, quand j'avais 12 ans, son attention était entièrement concentrée sur moi. J'étais devenu son monde, son projet. Tout le monde disait qu'elle voulait juste me protéger. Personne ne voyait à quel point j'étais devenue insignifiante au sein de cet amour. En grandissant, je ne savais pas demander de l'espace sans culpabiliser. Je ne savais pas dire non sans m'excuser. Alors, quand j'ai enfin emménagé dans mon propre appartement quelques années plus tard, j'étais persuadée d'avoir franchi une barrière invisible vers l'âge adulte. Je pensais que la distance arrangerait tout. Je ne comprenais pas encore que pour ma mère, la distance était juste une autre barrière à franchir. Emménager dans mon premier appartement, c'était comme entrer dans une vie qui m'appartenait enfin. Il n'était pas grand. Une chambre, une salle de bain, une cuisine étroite au placard grinçant et un petit balcon donnant sur la rue, mais chaque centimètre carré était à moi. Ce premier soir, je me suis assise par terre et j'ai mangé des plats à emporter directement dans la boîte, bercée par le ronronnement du réfrigérateur. Pas de pas, pas de voix, juste un silence léger. Pour une fois, j'ai dormi la porte fermée à clé et personne n'a frappé. Pendant des semaines, j'ai respiré différemment, plus lentement, plus profondément. J'ai rangé mes livres par couleur plutôt que par taille. J'ai laissé la vaisselle sale dans l'évier toute la nuit sans entendre le moindre soupir de déception. Je me suis couché tard, je me suis levé tard, je vivais à mon propre rythme. Quand maman a appelé, j'ai écourté la conversation. « Ça va ?» ai-je dit. « Je suis débordée de travail. » Elle m'a demandé un double des clés. « Jairi, pourquoi en aurais-tu besoin ?» En cas d'urgence, a-t-elle répondu du tac au tac. « Je suis ta mère. » Je ne lui en ai pas donné. Ce fut ma première erreur. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose clochait. C'était si insignifiant que je l'ai ignoré. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé la lumière allumée dans le salon. J'ai supposé que j'avais oublié de l'éteindre. Puis il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur. Je ne me souvenais pas l'avoir achetée. De la soupe maison. Des boîtes étiquetées, une écriture familière. Je me suis dit qu'elle avait dû la rapporter plus tôt et que je ne l'avais tout simplement pas remarquée. C'était plus facile à croire qu'à admettre la vérité qui s'insinuait autour de moi, que ma liberté était plus fragile que je ne voulais l'admettre. Je croyais encore que cet endroit m'appartenait. Je croyais encore qu'une porte fermée à clé avait une signification. Je n'avais pas encore compris que ma mère n'avait jamais considéré les portes comme des barrières, mais seulement comme des obstacles qu'on pouvait déplacer en poussant assez fort. La première fois qu'elle est entrée chez moi, elle a agi comme si de rien n'était. Je rentrais du travail et j'ai failli laisser tomber mon sac en la voyant dans ma cuisine. Un tablier noué autour de la taille, comme si elle était chez elle. « Ah, super. Tu es rentrée, dit-elle gaiement. J'allais justement préparer le dîner. »« Merman. » Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. « Comment es-tu entrée ?» Elle fit un geste de la main et se retourna déjà vers les fourneaux. « Ton propriétaire m'a laissé entrer. » Je lui ai dit qu'elle n'avait pas répondu et que j'étais inquiète. « Inquiet ?»
Ce mot s'est glissé dans la pièce et s'est installé entre nous comme quelque chose de fragile que je n'avais pas le droit de toucher. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire de partir. Au lieu de cela, je suis resté là à la regarder déplacer mes affaires, réorganiser mes placards, fredonner comme si c'était encore la maison de mon enfance. Papa aurait dit qu'elle gardait la paix. J'ai dit que c'était temporaire. Après ça, les visites n'ont pas cessé. Elles sont juste devenues plus discrètes. On rangeait les cartons. Mon courrier était soigneusement empilé au lieu d'être éparpillé. Le linge était plié comme elle le souhaitait. Un jour, j'ai trouvé mon ordinateur portable ouvert sur la table basse, une fenêtre de navigateur clignotant doucement. « Qu'est-ce que tu faisais sur mon ordinateur ?» lui ai-je demandé plus tard au téléphone. Elle a ri. « Détends-toi, Olivia. Je vérifiais juste que tu avais payé tes factures. Tu travailles trop. Tu oublies des choses. » Je n'avais rien oublié. Je n'avais juste pas le droit de le prouver. Quand j'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais, elle a soupiré profondément. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses de ta propre mère un problème. » Cette phrase m'a profondément marqué. Soudain, je n'étais plus une fille qui demandait de l'espace. J'étais une femme difficile qui semait la zizanie. Chaque fois que j'essayais de poser des limites, elle les franchissait et appelait ça de l'amour. Et chaque fois que je laissais faire, mon appartement me semblait un peu moins mien. Quand j'ai réalisé à quel point elle était souvent venue sans moi, ses traces étaient partout, sur le sol, dans mes habitudes et jusque dans mon sentiment de sécurité. Je n'avais pas seulement perdu le contrôle de mon espace. J'avais perdu la capacité de faire confiance à mon intuition. La nuit où tout a basculé. Je n'étais pas en colère. J'étais épuisé. Je suis rentré tard, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis jeté sur le canapé, prête à retrouver le silence. Au lieu de cela, mon regard s'est posé sur la table basse et j'ai senti une angoisse sourde. Mon ordinateur portable était ouvert, pas en veille, pas verrouillé, ouvert. Des lignes de texte défilaient à mi-écran. Un brouillon sur lequel j'avais travaillé plus tôt dans la semaine. Des onglets inconnus. Des paramètres que je savais ne pas avoir touchés. Quelqu'un n'était pas simplement passé. Il s'était arrêté, avait lu, puis s'était arrêté. Mes mains tremblaient en fermant l'ordinateur. Un instant, j'ai songé à faire comme si je ne l'avais pas vu. À faire comme si je pouvais encore vivre ainsi. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. « Oh, ma chérie, » dit-elle d'une voix douce. « Jalai's just meant to appeller. Tu es venue chez moi aujourd'hui ?» demandai-je. Il y eut un silence, juste assez long. « Oui » répondit-elle calmement. J'étais inquiète. « Tu n'as pas répondu à mes messages. Tu as fouillé dans mon ordinateur, dis-je. » Ma voix se brisa. Je la regardai. Elle me corrigea. « Tu avais l'air stressé. Je voulais m'assurer que tu ne prenais pas de retard. » Ce mot fut encore corrigé. « Tu as menti à mon propriétaire pour entrer. » Ce n'est pas mentir, répliqua-t-elle sèchement. C'est être une mère. Si tu t'isoles, quelqu'un doit intervenir. Quelque chose en moi se refroidit. Je raccrochai sans dire au revoir et me laissai glisser sur le canapé. Mes genoux se ramenèrent contre ma poitrine. Tous les souvenirs que j'avais enfouis me revinrent en mémoire. Les portes ouvertes, les journaux intimes lus, l'impression constante d'être observé. Ce n'était pas nouveau. C'était un schéma qui n'avait jamais cessé. Le lendemain, assise dans le bureau d'une thérapeute, je fixais le tapis tandis que je racontais l'histoire à voix haute pour la première fois. Quand j'eus terminé, elle se pencha doucement vers moi. « Olivia, » dit-elle. « Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un besoin de contrôle. » Ces mots résonnèrent avec force, mais sans me blesser. Ils éclairèrent les choses. « Votre foyer n'est pas un lieu sûr émotionnellement, » poursuivit-elle. « Et les limites ne servent à rien si elles ne sont pas respectées. » Innocente, je quittai ce bureau en sachant qu'un événement irréversible s'était produit. Je ne pouvais plus l'ignorer. Et une fois la vérité mise au jour, le silence prend des allures de trahison. Une fois la vérité installée, elle n'explose pas. Elle s'insinue. Elle pèse lourd sur ma poitrine, me suivant de pièce en pièce, murmurant sans cesse la même pensée. Cela ne finira jamais. Pendant quelques jours, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je suis allé travailler. J'ai répondu à mes courriels. J'ai souri à mes collègues qui ignoraient tout du danger que représentait désormais mon propre foyer. Mais à chaque vibration de mon téléphone, j'avais l'estomac noué. Le moindre bruit inhabituel à l'extérieur me faisait sursauter. Je ne dormais plus. La nuit, allongé dans mon lit, je fixais le plafond, repassant en boucle chaque instant que j'avais ignoré, chaque excuse que je lui avais trouvée. J'ai compris quelque chose qui m'effrayait plus encore que son comportement. Si je restais, je continuerais à m'adapter. Je continuerais à me faire toute petite. Je continuerais à me convaincre que c'était normal.
Les mots de ma thérapeute résonnaient de plus en plus fort dans ma tête chaque jour. La distance n'est pas une punition, c'est une protection. C'est alors que j'ai compris quelque chose de douloureux et de libérateur à la fois. Je n'avais pas besoin d'une meilleure conversation. J'avais besoin de partir. Une nuit, bien après minuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé les mots que je n'osais même pas penser. Des immeubles d'appartements sécurisés à accès contrôlé. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler la page. Caméra, carte d'accès, personnel sur place, des immeubles où personne ne pourrait s'introduire en se faisant passer pour une mère inquiète. Pour la première fois, l'intimité me semblait un choix, un droit que je pouvais assumer, et non une obligation. J'ai programmé une visite pour le lendemain matin et j'ai dit à ma mère que je serais en réunion toute la journée. Le mensonge me pesait, mais moins que la vérité. L'immeuble était en centre-ville, propre et calme. Le hall sentait légèrement le café et le désinfectant. La réceptionniste m'a demandé ma pièce d'identité avant même de sourire. Ce simple geste m'a soulagé. L'appartement était petit mais lumineux. De hautes fenêtres, des portes massives, un balcon qui se verrouillait de l'intérieur. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, imaginant ma vie sans ces bruits de pas qui n'étaient pas les miens. J'ai signé le bail avant que le doute ne m'envahisse. Ce déménagement devait rester secret. J'en étais absolument certaine. Si je lui disais, elle pleurerait. Si elle pleurait, je serais paralysée. Et si j'étais paralysée, je resterais. J'ai demandé de l'aide à mes amis Emily et Jason sans tout leur expliquer. Ils n'ont posé aucune question. Ils sont arrivés comme ça, capuche serrée, la voix basse, comme s'ils comprenaient que ce n'était pas un simple déménagement. C'était une fuite. On a fait nos cartons de nuit. Chaque bruit me paraissait amplifié. Le ruban adhésif qui se déchirait, les cartons qui glissaient sur le sol, ma propre respiration dans les oreilles. J'ai pris des décisions que je n'aurais jamais cru prendre. J'ai laissé derrière moi des meubles que ma mère avait insisté pour que j'emporte. Des tasses qu'elle avait achetées pour chez moi. Des cadres qu'elle avait choisis parce qu'ils lui rappelaient davantage sa maison qu'à moi. Je ne voulais rien qui puisse lui donner une raison de revenir. À 2 heures du matin, le camion de déménagement était silencieusement garé devant chez moi. Chaque aller-retour dans le couloir me semblait un compte à rebours. Quand le dernier carton fut chargé, je me suis retrouvé seul dans l'appartement vide. Plus de meubles, plus de photos, plus aucune trace d'elle. J'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et j'ai glissé la clé de secours qu'elle avait fièrement brandie comme un jeton d'accès dans une enveloppe adressée au propriétaire. Sans explication, sans nouvelle adresse. Tandis que le camion s'éloignait, je n'éprouvais aucun courage. J'étais terrifié. Mais sous cette peur se cachait quelque chose de nouveau, de fragile et de puissant à la fois, le soulagement. Pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas d'espace. Je le prenais et je disparaissais. Pendant 3 jours après mon déménagement, j'ai gardé mon téléphone face cachée. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai rien supprimé. Je me suis juste tue. Dans mon nouvel appartement, le silence était différent. Il n'était pas pesant. Il ne m'oppressait pas la poitrine. Chaque son venait de moi, le clic de la serrure, le bourdonnement de la ventilation, mais pas sur le sol. J'ai dormi une nuit complète pour la première fois depuis des années. Le matin du 4e jour, j'ai allumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé comme une fusée de détresse. Des appels manqués, des dizaines. Des messages vocaux s'accumulaient. Des SMS de plus en plus désespérés à mesure que je les faisais défiler. « Olivia, réponds-moi. Ce n'est pas drôle. Où es-tu? Tu me fais peur. » Puis sont arrivés des messages de numéros inconnus. « C'est ton voisin. Ta mère est là. Quelque chose ne va pas. » J'ai senti une oppression dans la poitrine. Avant même que je puisse comprendre, mon téléphone sonna de nouveau. Numéro inconnu. Une petite voix intérieure me dit « Réponds-moi. » « Est-ce Olivia Turner ?» demanda une voix calme. « Oui, ici l'agent Grant du commissariat. Êtes-vous en sécurité ?» Le mot « en sécurité » me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. « Oui » dis-je lentement. « C'est moi. Je vous appelle car il y a eu un incident à votre ancien appartement. Votre mère a essayé d'y entrer. Les locataires actuels ont cru à un cambriolage. » Je fermai les yeux. « Bien sûr que oui. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour vous. » L'agent poursuivit prudemment. « Nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour éclaircir certains points. » Mes mains tremblaient, mais ma voix resta assurée. « J'arrive. » Le commissariat sentait le café rassis et le désinfectant. Les néons bourdonnaient au plafond. Trop fort, trop agressif. En entrant dans la petite salle de réunion, je la vis. Ma mère était assise à table, le mascara coulant sur ses joues, serrant un mouchoir comme une preuve de son innocence. Ses épaules tremblaient tandis qu'elle pleurait à chaudes larmes. Dès qu'elle m'a aperçu, elle a bondi. « Oh mon Dieu, Olivia !» s'est-elle écriée. « Où étais-tu passée ?»
On te croyat morte. Morte. Le mot résonnait comme un coup de tonnerre, lourd, injuste. Je vais bien, ai-je murmuré en m'arrêtant à quelques pas. Tu n'aurais pas dû venir chez moi. Son visage, soulagé, s'est aussitôt transformé en accusation. Comment as-tu pu me faire ça? A-t-elle exigé. Tu es de Sparrow. Tu ne m'as rien dit. Un policier est entré dans la pièce, calme et impassible. Asseyez-vous. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise et a sangloté. Je suis resté là, immobile, jusqu'à ce que le policier me fasse signe de m'asseoir en face d'elle. Mademoiselle Turner, a-t-il commencé. Votre mère a signalé votre disparition. Nous devons nous assurer que vous allez bien. Je n'étais pas porté disparu, ai-je répondu. J'ai déménagé. Ma mère a sursauté. Vous avez déménagé? Sa voix s'est brisée sans qu'elle me le dise. Oui. On ne disparaît pas comme ça. A-t-elle lancé sèchement. Je suis votre mère. Le policier a levé la main. Ah madame, votre fille est majeure. Elle peut déménager sans prévenir personne. Ma mère a secoué la tête, incrédule. J'étais inquiète. Elle s'isole. Elle travaille trop. Je devais prendre de ses nouvelles. Vous avez tenté d'entrer dans un logement qui ne lui appartient plus. La police a réagi calmement. Des témoins rapportent que vous avez essayé d'entrer dans l'appartement sans autorisation. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma mère a sifflé. J'ai essayé de l'aider. Je suis même monté sur le balcon, pensant qu'elle pouvait être là-bas. Un silence pesant s'est installé. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Vous avez menti à mon propriétaire, ai-je dit d'une voix basse mais claire. Tu lui as dit que j'étais instable pour qu'il te laisse entrer. Tu as lu mes papiers privés. Tu as fouillé dans mes affaires. Elle m'a regardé comme si je l'avais frappée. J'ai fait tout ça parce que je t'aime, a-t-elle dit. Si tu ne m'avais pas repoussé, rien de tout ça ne serait arrivé. L'agent s'est penché légèrement en avant. Mademoiselle Turner, l'amour ne donne à personne le droit d'entrer chez un adulte sans son consentement. C'est une violation de domicile. Le mot résonnait dans l'air, violation de domicile. Les lèvres de ma mère tremblaient. Je n'arrive pas à croire que tu appelles la police. J'ai croisé son regard, le cœur battant la chamade. Je ne les ai pas appelés, ai-je dit doucement. Et toi? Un silence pesant et inévitable s'est installé dans la pièce. Au bout d'un moment, l'agent a fait glisser un document sur la table. Compte tenu des circonstances, je recommande un accord formel de limite. Ce document formalise les attentes pour l'avenir. Ma mère fixait le papier comme s'il s'agissait d'une punition. J'ai pris une profonde inspiration. Tu ne viens pas chez moi, ai-je dit. On ne se voit que dans des lieux publics. Tu n'as jamais accès à mon courrier, à mes comptes, ni à mes affaires personnelles. Sa voix s'est brisée. C'est extrême. Non, ai-je répondu. C'est l'âge adulte. Tout le monde l'est maintenant, peu importe son âge. Elle est restée immobile un long moment. Puis elle a lentement signé. Au moment où le stylo s'est levé du papier, quelque chose en moi s'est enfin détendu, une tension qui pesait sur moi depuis toujours. Alors que je me levais pour partir, ma mère a murmuré « Tu me manques, quand tu avais besoin de moi. » Je me suis arrêté à la porte. « Tu peux toujours faire partie de ma vie, » ai-je dit doucement. « Tu ne peux juste pas la contrôler. » Et pour la première fois, elle n'avait plus d'arguments. Après le commissariat, je m'attendais à ce que tout dégénère à nouveau. Ma vie avait toujours été ainsi. Le calme ne durait jamais. Le silence n'était généralement qu'une pause avant le pire. Alors, quand rien ne s'est produit, mon corps ne savait pas comment réagir. Pendant des jours, j'ai parcouru mon nouvel appartement avec précaution, comme si j'étais chez une inconnue. J'ai vérifié 2 fois les serrures. Même si je savais que personne d'autre n'avait la clé, je sursautais au moindre bruit. Je gardais mon téléphone à portée de main en permanence. Je m'attendais presque à ce qu'une nouvelle crise me replonge dans mes vieilles habitudes. Mais les appels ne sont pas venus. Dans le silence, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais eu le temps de voir auparavant. Les matins étaient différents. Je me réveillais sans cette oppression familière à la poitrine. Je préparais lentement mon café, me tenais près de la fenêtre et regardais la ville s'éveiller en contrebas. Personne ne touchait à ma cuisine. Personne ne commentait mes choix. Cette absence était étrange, puis peu à peu, agréable. Ma mère a attendu près d'1 semaine avant d'avoir de mes nouvelles. Le message était court et prudent, comme si elle ne savait plus quel langage employer. « On peut parler ?» Je l'ai longuement dévisagé avant de répondre. Avant, je me précipitais pour répondre, craignant que le silence ne soit puni. Cette fois, j'ai pris une grande inspiration. « On pourrait se retrouver dans un lieu public », ai-je répondu. Nous avons choisi un café près du centre-ville. Petite table, grande fenêtre, du monde partout. Quand elle est entrée,
J'ai remarqué son air incertain et son regard balayer la pièce avant même qu'elle ne me voie. Pour la première fois, elle ne s'asseyait pas trop près. Elle ne m'a pas touché le bras. Je ne sais pas où j'ai fauté, a-t-elle murmuré après un moment. Je n'étais pas pressé de la rassurer. Je n'ai pas. Ado aussi la vérité. Tu as fait une erreur quand tu as cessé de me voir comme une personne à part entière, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle a dégluti difficilement. J'avais peur de te perdre. J'avais peur de ne plus jamais être moi-même, ai-je répondu. Il n'y a pas eu d'excuse théâtrale, pas de transformation soudaine. Mais quelque chose avait changé. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Et quand elle parlait, ses mots étaient plus lents, plus mesurés, comme si elle apprenait de nouvelles règles sur le champ. Nous avons continué à nous voir ainsi, uniquement en public, et nos conversations restaient brèves. Au début, elle ne m'a pas demandé mon adresse. Elle ne venait pas à l'improviste. Chaque petite retenue me semblait à la fois étrange et nécessaire. Parallèlement, ma vie a commencé à se dérouler paisiblement. Je dormais enfin d'une traite, sans me réveiller en sursaut. J'ai cessé de consulter compulsivement mon téléphone. Je me suis surprise à fredonner en cuisinant, un son qui m'étonnait à chaque fois. En thérapie, j'ai parlé de la culpabilité, celle qui persiste même quand on n'a rien fait de mal. J'ai appris que poser des limites ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer sans se perdre. Je n'étais pas complètement guéri. Certains jours, la peur s'insinuait encore sans prévenir, mais elle ne me contrôlait plus. Pour la première fois, je ne vivais plus en fonction des sentiments de ma mère. Je vivais en fonction des miens. Et cela a tout changé. Avec le recul, je comprends quelque chose qui m'échappait alors. Partir n'était pas une façon de punir ma mère. Ce n'était pas une question de prouver quelque chose. Et ce n'était certainement pas une question de victoire. C'était une question de survie. Pendant des années, j'ai cru que l'amour était synonyme de persévérance. Je croyais que si je faisais plus d'efforts, si je m'expliquais mieux, si je restais plus discrète, les choses finiraient par s'améliorer. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait me sacrifier petit à petit. J'avais tort. Ce qui a changé ma vie, ce n'est pas le déménagement en lui-même. C'est le moment où une personne extérieure à ma famille, une personne neutre, a observé la situation et a dit « Ce n'est pas acceptable ». La police n'a pris parti pour personne. Elle n'a pas jugé les intentions. Elle a examiné les actes, et pour la première fois, les règles s'appliquaient à tous de la même manière, y compris à ma mère. Cette prise de conscience m'a marqué. J'ai appris que les limites ne sont pas des menaces. Ce ne sont pas des ultimatums. Ce sont des explications sur ce qui nous sépare de ce qui commence chez l'autre. Aujourd'hui, ma vie est plus paisible. Pas parfaite, mais authentique. Je ferme ma porte à clé et je sais qu'elle y restera. Je fais des choix sans me demander comment je les justifierai plus tard. J'existe sans me préparer constamment à la réaction d'autrui. Ma relation avec ma mère existe toujours. Mais elle existe dans un cadre qui me protège. Et si jamais ces limites sont franchies à nouveau, je sais que je peux les faire respecter sans culpabilité, sans peur, sans excuse. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti piégé par quelqu'un qui prétend vous aimer, écoutez bien ceci. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de demander de l'aide. Et parfois, le plus courageux, c'est de partir. C'est de choisir la paix. Pour moi, ce choix a commencé le jour où j'ai cessé de demander la permission de vivre ma vie.